Dimanche 15 décembre 2019, bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Voici les titres de ces 13 heures que nous démarrons avec un léger retard. Toutes nos excuses. Hier samedi, journée de reconnaissance de la région de l'Indénié-Duablin au président Alassane Ouattara. Les populations de la région rendent hommage au chef de l'État pour ses actions de développement ayant sorti la localité de sa léthargie. Et parrain de cette cérémonie, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'attente fut longue, mais le résultat est aujourd'hui là et il est appréciable. Après 2 ans de travaux, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise fera dès demain lundi le bonheur des usagers après qu'il soit inauguré par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La circulation ne sera que plus fluide dans cette zone. Le Liban a connu hier samedi la pire journée de violence entre des manifestants et les forces de l'ordre depuis le début du mouvement de contestation populaire le 17 octobre dernier, dirigé contre les autorités et la classe politique. Un bilan provisoire fait état d'une centaine de personnes soignées ou hospitalisées. La question des droits de l'homme a toujours été au cœur de toutes les initiatives de développement et de sécurité. Néanmoins, en Côte d'Ivoire, les populations méconnaissent en général leurs droits. Il faut changer la donne. C'est donc pour promouvoir les droits de l'homme, la cohésion sociale et la justice que le CNDH vient d'organiser la quinzaine des droits de l'homme. C'était du 1er au 15 décembre 2019. L'objectif étant d'accroître les connaissances des populations sur les garanties de protection de leurs droits fondamentaux. La quinzaine des droits de l'homme, de quoi s'agit-il exactement? Cette question, nous la poserons tout à l'heure à la présidente du Conseil national des droits de l'homme. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Namisata Sangaré nous parlera également des activités qui ont meublé la quinzaine. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je vous retrouve tout à l'heure, dans 30 minutes, Merci, bien pour sûr. parler droits de l'homme. À tout à l'heure Madame la à Présidente. Je vous le disais en titre, Amadou Gon Coulibaly est depuis hier à Bengourou dans le cadre d'une cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara, cérémonie organisée par les populations de l'Indénié-Duablin. Retour sur cette cérémonie d'hommage avec Herman Guivet, notre envoyé spécial. L'hommage de l'Indénié-Duablin au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Le président de la République, représenté par son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a des populations écartes de l'Indénié-Duablin mobilisées pour exprimer leur reconnaissance à celui qu'elles considèrent comme leur bienfaiteur. Nous savons reconnaître notre bienfaiteur. Notre bienfaiteur ici, c'est qui? Chers parents, l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Vous voyez, en 8 ans, c'est que le RHDP a fait avec le président. On a encore 5 ans qui arrivent. Je vous dis de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est le RHDP. Le programme social du gouvernement, dans le prolongement de sa mise en œuvre et l'extension de sa toile, poursuit son action. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly confirme d'autres grandes actions sont à venir pour l'Indénié-Duablin. Le projet d'alimentation en eau potable de la région de l'Est. Quelques localités qui seront servies. Il s'agit de Kodjina, Etienne-Kro, Agnassué, Anokwa-Diokro, Kablankro et Dalo. Mais vous devez savoir que dans une seconde phase, ce sont les localités de Satikran, Adikikwa, Asakro, Sankadiokro, Amelekia Zebenou, Brendoukro et Asokro qui seront alimentés à partir d'Abangourou. En 2021, toutes les localités que je viens de citer auront leur problème d'eau, sera définitivement réglé grâce au programme social du gouvernement et à ADO. En matière d'électrification, sur la période 2019-2020, 31 nouvelles localités seront électrifiées dans le programme social du gouvernement et feront passer le taux de couverture sur l'ensemble de la région à plus de 90%. Mais pour le département d'Abangourou,
ce sera à fin 2020, 100%. Tous les villages seront donc électrifiés. Et pour les localités restantes, pour l'ensemble de la région, elles seront toutes électrifiées dans la période 2020-2025. Amadou Gon Coulibaly a invité les populations de l'indigne Diablin à faire bloc autour de la vision prônée par le RHDP. Oui, le président Alassane Ouattara mérite humblement nos hommages car il met en œuvre avec succès ce qu'il a dit, à savoir redonner à ce pays sa fierté et sa prospérité. Oui, cela a été fait. Redonner aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens leur dignité. Oui, cela a été fait. Ramener la paix et la sécurité que nous n'aurons jamais dû perdre ivoiriens envers ce grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Comme je l'ai déjà dit ailleurs, je tiens à le dire également ici dans l'indénié Diablin. La pente de progrès, le sentier vertueux sur lequel la Côte d'Ivoire est engagée sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, je tiens à vous le dire et vous pouvez dormir en paix, est absolument irréversible. Nous savons tout le travail qui a été abattu sous le leadership du président Alassane Ouattara pour que cette croissance soit redistribuée, pour que ce programme social du gouvernement permette de régler la vie quotidienne des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Et nous savons combien de fois les Ivoiriennes et les Ivoiriens apprécient cela. C'est pour cela que je veux ici prendre clairement devant vous l'engagement et vous dire, n'ayez pas peur, la Côte d'Ivoire est bien engagée, c'est irréversible, le progrès est là, il continuera d'être là et nous continuerons de travailler pour le bien-être des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Plusieurs dons offerts par les populations de l'indigne Diablin au Premier ministre, celle-ci rassure de leur soutien au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour l'échéance électorale de 2020. En marge de cette cérémonie d'hommage, le Premier ministre a été reçu au Palais Royal par le roi Nana Bouakwasi III, à qui il a présenté ses civilités. Herman Niamia était présent pour RTI1. Lui est notre correspondant dans la région. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au Palais Royal de l'Indénié à Abengourou, présent dans la cité pour une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, initiée par les élus et cadres de la région. Amadou Gon Coulibaly a tenu d'abord à présenter sa civilité au roi Nana Bouakwasi III pour avoir ses bénédictions. Un geste fortement apprécié par la royauté qui n'a pas manqué de traduire sa gratitude au président Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement au profit de la région. Nous vous remercions pour cette marque de considération que vous manifestez à notre égard en nous rendant visite au Palais Royal. Tout le peuple indénien se sent très honoré. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes très sensibles à cette visite. Amadou Gon Coulibaly, tout en traduisant sa reconnaissance au roi pour cet accueil chaleureux, a indiqué qu'il se sent chez lui dans l'Indénié. Des cérémonies ont eu lieu à Bétier, des cérémonies ont eu lieu à Andibilekro, mais que les cérémonies principales et finales devaient se dérouler ici même, ici à Abengourou. Je suis donc venu au nom du président de la République, le représenter, mais également transmettre tout son respect, toute son admiration à Sa Majesté. Dire que si tout ça a été possible, c'est également parce que notre pays donc, est en paix. Après cette rencontre avec le roi Nana Bouakwasi III et sa notabilité, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et sa délégation se sont dirigés vers le stade d'Abengourou où a lieu la cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara.
Le basculement de la Côte d'Ivoire dans le système de télévision numérique terrestre suit son cours. Après Abidjan, Bouaké vient de connaître le lancement officiel de la TNT de la région de Bouaké en présence du ministre de la Communication et des Médias. Sidi Tiemoko Touré exhorte les jeunes à s'organiser afin d'en tirer fortement profit. Reportage Charles Tatou, RTI Bouaké. La Côte d'Ivoire va progressivement à l'émergence et elle ne veut laisser aucun domaine en arrière en matière de développement. En témoigne le système de diffusion d'images de télévision déjà en pleine mutation. Du système de télévision analogique, on tombe petit à petit dans le système de télévision numérique terrestre. Un système plus performant qui offre beaucoup d'avantages aux populations. La qualité d'image est donc indéniable. Et donc, une fois que vous achetez le décodeur ou l'antenne, vous n'avez plus rien à payer. Alors, vous avez aussi d'autres services ajoutés. Donc, nous allons pouvoir aussi mettre dans notre tête réseau. Si vous avez des opérateurs de banques d'images, donc nous aussi, on est capable effectivement de diffuser toute cette banque d'images à travers notre réseau. Après donc Abidjan, le processus du basculement de la Côte d'Ivoire à la TNT suit son cours avec la deuxième phase de cette opération. Bouaké, localité de démarrage de la deuxième phase de cette opération, consacrée à la mise en marche officielle de la TNT à l'intérieur du pays, mais surtout à la campagne d'information et de sensibilisation de la population. Le ministre de la Communication et des Médias y a effectué le déplacement, accompagné des premiers responsables de la société ivoirienne de télédiffusion. Le président du conseil d'administration est revenu sur le bilan des travaux d'équipement. Nous devons signaler et préciser que tous les grands centres qui ont été construits dans les phases 1 et 2 sont en service et fonctionnent parfaitement, sauf à San Pedro, où il faut parfaire le fonctionnement par la construction d'un nouveau pylône. Pour le ministre de la Communication et des Médias, l'avènement de la TNT offre aussi des opportunités d'affaires. Sidi Touré exhorte les jeunes à s'organiser afin d'en tirer profit. Chers amis jeunes de la région de Bouaké, je m'empresse de vous informer que s'il y a une nouvelle technologie, il y a également de grandes opportunités d'emploi, comme le soutien technique des ménages, l'installation des équipements, la maintenance, etc. Pour l'heure, la TNT couvre 25% de la population ivoirienne. L'ouverture du centre émetteur de Bouaké portera la couverture à 60%. Ici à Abidjan, après plus de 24 mois de travaux, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est prêt à être livré. Le carrefour Solibra, comme les Ivoiriens l'appellent, aura un nouveau visage dès demain, car c'est ce lundi que le chef de l'État en personne procédera à l'inauguration de l'ouvrage. L'ouvrage qui viendra rendre encore plus fluide la circulation du côté sud d'Abidjan. Nos reporters y ont fait un tour avant l'ouverture officielle. Elles sont bien loin, les récriminations qu'on pouvait entendre chez les usagers du carrefour Solibra. Si les travaux de construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise ont perturbé pendant plusieurs mois la circulation à cet endroit, tout le monde n'a désormais Dieu que pour ce joyau architectural qui s'étend sur un demi-kilomètre. C'est fini, mais vous savez, le moment où les travaux étaient en cours, c'est quelque chose qui est psychologique. Il faut comprendre que c'est un chantier. Même si c'est chez toi à la maison que tu veux balayer, il faut mettre un peu les enfants de côté avant de nettoyer la place. Ce que nous voulons, c'est l'entretien. Parce que c'est très capital. L'entretien là. S'il n'y a pas d'entretien, on ne peut pas évoluer. Parce qu'on fait la route, c'est bien. Mais il faut entretenir. Nous espérons qu'à Boutiaï, c'est fini, quoi. En tout cas, on enlève, même s'il n'y a pas l'argent, tu sors la nuit, à quel moment tu peux rentrer à la maison sans problème. En tout cas, on remercie le président. Son inauguration a été annoncée en Conseil des ministres. En attendant, les derniers jours sont rythmés par les ultimes travaux de finition. Livrer un ouvrage de qualité, c'est le défi que doivent relever le chef du projet, Kra Atta et ses équipes. Dans 6 mois de travail intense, c'est le résultat qui est là. Nous, les techniciens, ce qu'on tire comme satisfaction, c'est de voir que notre œuvre, le travail qu'on a fait, profite à la population. Donc vraiment, on sera plus satisfait quand on va voir le pont mis en service. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, c'est un pont dalle en béton à 2 bras. L'un dans le sens Trècheville-Aéroport, long de 312 mètres,
et l'autre dans le sens Pont Général de Gaulle aéroport, long de 210 mètres. On entend communément qu'on ne mange pas les ponts, mais en réalité, c'est des ouvrages qui au bien-être, qui contribuent à la croissance de l'économie. Et avant, quand tu passais, tu peux faire 30 minutes dans l'embouteillage. Maintenant, peut-être en 2 minutes, tu vas passer, ça fait un gain de temps. Et je demande donc à la population de vraiment de faire bon usage de cet ouvrage-là. Les travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise ont été lancés en novembre 2016. Fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, il a coûté un peu plus de 28 milliards de francs CFA. Il est prévu une deuxième phase à cet ouvrage. Elle permettra d'ajouter à l'échangeur un troisième passage supplémentaire en hauteur dans le sens Makori-Trècheville. Le Japon a déjà octroyé à l'État ivoirien 25 milliards de francs CFA qui serviront à financer ces travaux. Le comité de gestion des établissements publics nationaux était récemment en formation, une session pour renforcer leurs compétences. C'était à l'initiative de la direction du contrôle budgétaire. Cheikh Koné nous en donne les détails. Dotés d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière, les établissements publics nationaux EPN sont encadrés dans leur fonctionnement par un conseil de gestion composé de représentants des ministères, dont relèvent les activités de chaque établissement. Malheureusement, au ministère du Budget, selon le rapport de la Direction générale du budget et des finances, plusieurs EPN n'ont pas encore de conseil de gestion ou ceux qui en ont ne tiennent pas régulièrement de réunions. Cette situation impacte négativement la performance des EPN. Les raisons évoquées concernent entre autres la non-désignation des représentants des départements ministériels par les ministres de tutelle, l'inexistence d'actes réglementaires, notamment les membres désignés et le non-paiement régulier des jetons de présence. Pour résoudre ces problèmes, nous avons lancé un processus de régularisation à notre niveau en désignant des représentants du ministère en charge du budget dans tous les EPN. Ce séminaire de la direction du contrôle budgétaire placé sous le thème « La gouvernance des EPN dans le contexte du budget programme » est donc une réponse à cette problématique. Une manière de renforcer durant 48 heures les capacités des conseillers. Un exercice recommandé aux autres départements ministériels. La nomination effective de tous les représentants des ministères techniques au sein des différents conseils de gestion permettra à ces organes d'accomplir leur mission dans la régularité et l'efficacité, gage d'une gestion plus transparente et plus efficace des EPN. Le basculement au budget programme à partir de janvier 2020 induit des changements majeurs qui impacteront certainement la gouvernance des EPN. Le rôle des conseillers de gestion devient par conséquent déterminant pour un contrôle budgétaire efficace. Depuis quelques jours, des actes de violence sont posés par des élèves dans quelques établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Des élèves qui ont décidé de s'établir leur propre calendrier de congés au détriment de celui arrêté par le ministère de l'Éducation nationale. Si les autorités sont montées au créneau, la plateforme nationale des COJES Côte d'Ivoire ne veut pas non plus rester silencieuse. Elle interpelle les élèves, mais aussi les parents d'élèves. Suite à des troubles engendrés par les élèves pour un départ anticipé en congé de Noël, la plateforme nationale de COJES Côte d'Ivoire lance un appel aux élèves et aux parents d'élèves. Aux élèves d'éviter tout comportement irresponsable à l'école, de respecter les dates prévues pour les départs en congé, signaler leurs camarades fauteurs de troubles, aux parents d'élèves, d'accompagner leurs enfants à l'école dès ce lundi, de se rendre régulièrement dans les établissements en vue de s'informer du comportement de leurs enfants. La plateforme a par ailleurs fait des propositions à la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À Madame la ministre de rendre sacrée l'école ivoirienne par un acte officiel en Conseil des ministres, l'exemple d'un décret, ou à l'Assemblée nationale. D'élaborer un acte de déontologie pour tous les acteurs du système éducatif.
de prendre des sanctions à l'encontre de tout enfant pris en flagrant délit de troubles à l'école. La plateforme nationale de COGES Côte d'Ivoire présente ses condoléances aux familles éplorées. Elle regrette la destruction de biens publics due à ces événements et réitère son engagement sans faille à la réussite de l'école ivoirienne. Leurs propos ont été recueillis par Christ Ephraim Diomandé et Abdoulaye Koné. Les derniers établissements concernés par des violences ayant causé mort d'hommes sont à Anyama, à Daloa et à Dimbokro. La situation préoccupe à tous les niveaux. Les parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire font entendre leur voix, appuyés en cela par le réseau des parlementaires Synergie 2020. Ils invitent les élèves à une véritable prise de conscience. Stéphane Loboué et Lydie Sadia. Le système éducatif en Côte d'Ivoire est en proie en ce moment aux actes de vandalisme. Des élèves des lycées et collèges décident d'aller en congé anticipé avant la date officielle prévue par le gouvernement. Face à cette attitude, le collectif des parents d'élèves et étudiants appelle les parents à une prise de conscience de leur responsabilité d'éducateurs. Nous, parents d'élèves et étudiants, regroupés au sein du collectif des associations des parents d'élèves, en appelant au sens de la responsabilité de chaque parent et exhortant chacune et chacun à jouer son rôle d'éducateur, car les enfants sont d'abord les nôtres avant d'être ceux de la nation. Invitons chaque acteur du système éducatif à jouer son rôle de façon pleine et entière, à commencer par les adultes que nous sommes. Pour faire face à cette situation déplorable dans le système éducatif, les députés membres du réseau Synergie 2020 apportent des pistes de solutions. Pour nous, il faut redynamiser le conseil scolaire, les mettre en place dès le premier mois de la rentrée, en fait d'en faire un instrument de communication et de sensibilisation horizontale entre les élèves. Identifier les zones à risque et anticiper sur la prévention du phénomène. Enfin, mettre à contribution la police antidrogue et la brigade des mœurs aux abords des écoles. Nous invitons le président de l'Assemblée nationale à autoriser l'inscription d'une question orale avec débat sur le phénomène au calendrier législatif 2020. À la suite des violences scolaires, le 5 décembre dernier, la ministre de l'Éducation nationale a fait des mises au point, notamment l'exclusion de toute activité scolaire des élèves coupables des actes de vandalisme. Rappelons que les congés de Noël et du Nouvel An sont prévus du vendredi 20 décembre 2019 après le cours du soir au dimanche 5 janvier 2020. C'était un commentaire de Walter Amadou Ouattara. Venons-en maintenant aux rencontres dites sectorielles initiées par Miss Belmonte Dogo. Pendant 48 heures, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme a échangé avec les femmes entrepreneurs, les responsables d'ONG, les transformatrices de produits agricoles et les femmes productrices de vivriers. Une manière pour la secrétaire d'État de faire participer ces femmes aux prises de décision sur les questions les concernant. Le point avec Kolo Koulibaly. Face à face, Miss Belmonte Dogo, responsable des associations des femmes de Côte d'Ivoire, en les invitant à son cabinet dans le cadre des rencontres sectorielles qu'elle a initiées, la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation de la femme veut permettre aux femmes du pays de participer à la prise des décisions qui les concernent. De façon plus concrète, il s'agit de se parler entre femmes. Mes collaborateurs et moi sommes disposés à échanger avec les différentes organisations de leurs activités, des difficultés qu'elles rencontrent, des défis qu'elles entendent relever. Ma vision est celle-là, faire passer les femmes de l'économie de subsistance à une économie plus solide. 2 jours de dialogue franc et direct, 2 jours durant lesquels les femmes du vivrier, les transformatrices des produits agricoles, les entrepreneuses et les responsables des ONG ont exposé sans complexe à leur tutelle les problèmes auxquels elles sont confrontées. Nous avons besoin, surtout en tant que femmes, de savoir que nos entreprises sont protégées, qu'elles sont pérennes pour pouvoir encore beaucoup plus créer de l'emploi pour les jeunes. Si une femme est nommée qui doit s'occuper des femmes qui rassemble toutes ces femmes-là,
c'est quelque chose de grand qu'elle vient de faire ce soir. Et en tant que responsable ici en Côte d'Ivoire, je suis très heureux et je sais que beaucoup de solutions dans le domaine du vivrier vont être trouvées. Au terme de ces rencontres sectorielles, la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation de la femme a annoncé la tenue, dans le premier trimestre de l'année 2020, d'une foire d'exposition du savoir-faire des femmes de Côte d'Ivoire. Mais avant, un séminaire aura lieu en janvier prochain pour tenter de trouver ensemble les mécanismes de création d'une véritable chaîne de valeur. Les journées de l'encadreur DVA, c'était les 3, 4, 5 et 6 décembre dernier à Yamoussoukro. Une initiative du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, et l'APROMAC, l'association du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Le concours du meilleur seigneur et la récompense des meilleurs acteurs de la filière EVA ont entre autres meublé ces journées. Direction donc Yamoussoukro avec Jean-Luc Gbangbo. Ils sont venus des 18 zones productrices de VA du pays. Eux, ce sont les seigneurs, un corps de métier indispensable à l'exploitation de cette culture. Au début, je ne prenais pas ça au sérieux. J'ai appris à saigner et Dieu merci, après avoir fini de faire la formation, il a commencé à exercer. Et le conseil que je peux donner aussi à toutes mes soeurs, il faut qu'elles aient le courage d'apprendre à faire quelque chose. Surtout le métier de saigner, faire vivre vraiment la personne. Ce métier nourrit son homme. J'arrive à nourrir ma petite famille, je paye ma maison, j'arrive à s'occuper de ma grande famille aussi qui est au village. Denis et Hermine ont été les vainqueurs du concours national du meilleur seigneur organisé par le Fonds interprofessionnel de recherche agricole, FIRCA, et l'Association des producteurs de caoutchouc naturel, APROMAC, à l'occasion de la journée de l'encadreur des VA. Ce sont des ouvriers très spécialisés parce qu'ils saignent un arbre qui s'appelle l'EVA et la façon d'exploiter cet arbre par l'opération de saigner permet d'assurer quand même des revenus réguliers mensuels aux producteurs. On a remarqué qu'il y a un déficit criard de seigneurs qui fait que avoir de la production devient difficile. C'est vrai qu'il y a des problèmes liés à la vente, mais il faut d'abord saigner avant de vendre. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on manque de seigneurs? Est-ce parce qu'on ne fait pas suffisamment la promotion de ce métier? Une des réponses, c'était donc de commencer à organiser un concours qui permette de montrer ce que c'est que le seigneur. Montrer que c'est un métier qui est valorisant, qui est payant et qui peut être pratiqué par tout le monde, des hommes comme des femmes. Les contrôleurs de saignée, les meilleurs régisseurs et les meilleurs planteurs des VA ont également été récompensés au terme de ces journées consacrées à l'encadreur des VA. C'était un reportage signé Jean-Louis Gbangbo. Ce n'était plus arrivé depuis 5 ans, mais là, c'est fait. La SEC Mimosa s'est inclinée hier face à l'Africa Sport. Il y a de quoi jubiler et les Aiglons ne se font pas du tout prier. Le derby de la 11e journée de la Ligue 1 a donc livré ses résultats. Le but de l'Africa Sport a été inscrit sur penalty à la 64e minute par Ousmane Diallo. Retour sur cette rencontre qui aura suscité tant de passion. Ce sera dans nos prochaines éditions. On continue avec le sport, cette fois pour parler distinction. Les meilleurs athlètes de Côte d'Ivoire viennent d'être récompensés. C'était à l'occasion de la Journée nationale du mérite sportif. Ce sont donc plusieurs dizaines d'athlètes et anciennes gloires du sport qui ont reçu la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Une cérémonie de distinction qui s'est faite en présence du ministre des Sports, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On fait le point avec nos confrères de RTI Sport. L'heure était à la fête à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville. Après avoir porté haut le drapeau national lors des compétitions internationales, l'État de Côte d'Ivoire est reconnaissant de ses meilleurs athlètes. Pour cela, une journée nationale du mérite sportif a été initiée par le ministère des Sports. Au total, 73 athlètes et anciennes gloires ont reçu les honneurs de la nation ivoirienne à travers cette journée dédiée à l'excellence des acteurs du sport. Visiblement heureux de cette marque de reconnaissance de l'État ivoirien, les récipiendaires ne manquent pas d'exprimer leur gratitude. Et vive un tel événement, pour le sportif que je suis, pour l'animateur d'une fédération que je suis, je ne peux que dire merci au chef de l'État. Autre temps fort de la cérémonie, la remise de la subvention allouée aux fédérations sportives, suivie des équipements sportifs. Ce n'est pas une médaille qui est mienne, c'est une médaille qui est pour la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres. C'est la médaille de tous les randonneurs et toutes les randonneuses.
Tout comme les bénéficiaires, les anciennes gloires n'ont pas été un reste de cette journée mémorable. Ils ont été élevés respectivement au grade de commandeur, officier et chevalier dans l'ordre du mérite sportif avant de bénéficier d'une assistance de l'État d'un montant global de 79 200 000 francs CFA en raison de 300 000 francs CFA par mois. Les journalistes sportifs, eux aussi, ont reçu des prix à titre honorifique pour la promotion du sport ivoirien. Pour sa part, le ministre des Sports, par ailleurs représentant le Premier ministre, a tenu à féliciter les récipiendaires avant de les encourager aux valeurs du travail bien fait, seul gage de réussite. Nous avons porté très haut les valeurs du sport en reconnaissant le mérite des anciennes gloires. Ceux qui hier, avec abnégation, avec force, avec vigueur, ont porté le flambeau de la Côte d'Ivoire. En marge de cette journée, Ruth Gbagbi a offert sa médaille d'or obtenue au Grand Prix de Moscou au ministre Paulin Daho-Claude. Notons que 52 fédérations du mouvement sportif étaient présentes à cette cérémonie de distinction des meilleurs athlètes de Côte d'Ivoire au titre de la saison 2019. Et on part au Liban. En bref et en images, le Liban a connu donc hier la pire journée de violence entre des manifestants et les forces de l'ordre, et ce depuis le début du mouvement de contestation populaire le 17 octobre dernier, dirigé contre les autorités et la classe politique. Un bilan provisoire fourni par la défense civile et la Croix-Rouge fait état d'une centaine de personnes soignées ou hospitalisées. Les forces de sécurité affirment que 20 agents ont été blessés. Place maintenant au magazine du dimanche, votre rendez-vous hebdomadaire. Notre invité nous a rejoint en plateau. Nous recevons aujourd'hui la présidente du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, Madame Sangaré. Suivons ensemble cet élément vidéo et on revient ensuite pour échanger. Pendant 15 jours, du 1er au 15 décembre 2019, le Conseil national des droits de l'homme a engagé une vaste opération de promotion des droits de l'homme, la cohésion sociale, le genre et la justice. Plusieurs activités ont été menées, notamment une opération don de sang, l'organisation de la Journée internationale des personnes handicapées, une journée portes ouvertes, une campagne de sensibilisation et un tournoi de Maracana. Clou de cette quinzaine dont l'objectif est d'accroître les connaissances des populations sur les garanties de protection de leurs droits fondamentaux. Le Conseil est de plus en plus connu. Nous voulons en 2030 que toute la Côte d'Ivoire sache que leurs droits sont non seulement reconnus, mais qu'ils ont un mécanisme qui s'appelle le CNDH qui est là pour leur apporter tout le soutien nécessaire. L'instauration d'une culture des droits de l'homme dans une Côte d'Ivoire moderne et la réduction de l'analphabétisme dans ce domaine, aujourd'hui, le Conseil national des droits de l'homme s'y engage résolument. Alors, Madame Sangaré, aujourd'hui, c'est Conseil national des droits de l'homme. Hier, c'était Commission nationale des droits de l'homme. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Je voudrais dire merci à la RTI qui me donne l'opportunité de parler de cette institution ô combien importante parmi les organes de l'État. Il faut dire que désormais, l'institution nationale a un ancrage constitutionnel. Quand vous prenez la Constitution de la Côte d'Ivoire en son article 113, il est fait référence à un organisme national de défense. Et donc, suite à cet ancrage constitutionnel, il y a eu une réforme, et laquelle réforme qui a consisté au changement de dénomination. Ce n'est plus Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, c'est désormais Conseil national des droits de l'homme. Ensuite, il y a eu le changement juridique. Nous avons été érigés désormais en autorité administrative indépendante, alors que la Commission était simplement un organe. Il faut dire que le législateur a cru bon de nous rajouter 2 nouvelles missions. De 12, vous êtes passé à 14. De 12, nous sommes passés à 14. Désormais, l'institution nationale en charge des questions des droits de l'homme contribue avec le gouvernement à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et vous savez que la Côte d'Ivoire a été le premier en Afrique à adopter une législation pour défendre les défenseurs des droits de l'homme. Et le Conseil désormais reçoit toutes les lois relatives aux libertés publiques en vue de les diffuser, n'est-ce pas, auprès des organisations de défense des droits de l'homme. Il y a aussi, le mandat a été renforcé en des points. Désormais, il est demandé
au Conseil de façon inopinée de visiter tous les lieux privatifs de liberté et de détention afin d'éviter la commission d'actes de torture. Et aussi, avant le rapport annuel... C'est-à-dire quoi? Vous êtes dans nos prisons, vous faites un tour souvent dans les prisons pour vérifier que tout se passe bien. De façon inopinée, les conditions de détention de nos prisonniers. Et désormais, le rapport annuel qui était présenté au président de la République, ensuite publié, passe désormais à l'Assemblée nationale et au Sénat et suivi des débats. Donc, je voudrais dire, à la suite de cette présentation, que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une institution nationale conforme en tout point au principe de Paris. Au principe de Paris? Oui, au principe. Qu'est-ce qu'ils disent, les principes de Paris? En fait, les principes de Paris, c'est le texte qui institue les institutions nationales des droits de l'homme. Vous savez, vous avez les ONG, qui sont des groupes privés qui se créent, qui font ce qu'elles peuvent sur le terrain. Vous avez aussi souvent un ministère en charge des questions des droits de l'homme. En 1993, tous les États des Nations Unies se sont retrouvés à Paris pour prendre un test, pour créer une institution avec un mandat large à qui on donne les moyens et qui travaille de façon objective avec des personnalités de la société civile avec un mandat large pour défendre les droits de l'homme. C'est comme si vous me demandez qu'est-ce que c'est le traité de Rome. Le traité de Rome institue la Cour pénale internationale. Les principes de Paris, c'est juste un test. Bien sûr, les principes de Paris, d'accord. Mais dites-nous aujourd'hui, devant les Ivoiriens et tous ceux qui nous regardent, les droits de l'homme en Côte d'Ivoire sont-ils respectés, Madame la Présidente? Ceux qui se posent cette question, je dirais simplement que la Côte d'Ivoire est un des rares pays où les droits de l'homme sont abondamment proclamés. La Côte d'Ivoire est un des rares pays qui répond à ses engagements. Monsieur Diaby, en 2019, notre pays est passé devant les comités des Nations Unies par 3 fois. Madame la secrétaire d'État est passée à l'examen périodique universel pour aller rendre compte de quelle est la politique mise en place par la Côte d'Ivoire pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Le ministère de la Femme est passé par 2 fois pour aller parler de la situation des femmes et des enfants. En dehors de cela, vous avez tout le dispositif qui est mis en place par l'État de Côte d'Ivoire à l'effet de protéger les droits de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et des citoyens ivoiriens. Tout, c'est dire quoi? La gendarmerie, la police et tout? La gendarmerie, la police, vous avez le Conseil national des droits de l'homme qui est un mécanisme mis en place, qui est un mécanisme non juridictionnel mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Vous avez le médiateur de la République, vous avez la Chambre des rois et chefs traditionnels, vous avez la KIDP, la ACA, toutes ces institutions. D'accord. Madame la Présidente, il y a tout cela, mais il reste quand même des choses à faire, non? Oui, il reste des choses à faire. Vous savez que, monsieur, les droits de l'homme, c'est un idéal. Et le respect des droits de l'homme est une quête perpétuelle qui nécessite des efforts continus et qui sollicite l'implication de chacun d'entre nous. Pour vous dire que faire du respect des droits de l'homme, c'est chacun d'entre nous qui doit retrousser ses manches. D'accord. Du 1er au 15 décembre, vous avez fait la quinzaine, c'est la première édition, la quinzaine des droits de l'homme. De quoi il s'agit? Merci pour l'opportunité. En fait, la quinzaine des droits de l'homme est une initiative du Conseil national des droits de l'homme parce que dans le seul mois de décembre, les Nations unies ont proclamé près de 10 journées internationales pour faire une halte sur des droits spécifiques. Vous avez par exemple le 1er décembre, la journée de lutte contre le sida. Nous avons fait une grande activité au siège de notre institution avec l'ONU-SIDA en Côte d'Ivoire. Le 2, nous avons fait une action de solidarité humanitaire. Et cette activité, c'était quoi? Nous avons mobilisé plus de 100 personnes qui ont donné leur don de sang, qui ont donné leur sang. Vous savez que le sang, il ne s'achète pas. Il faut des donneurs volontaires pour sauver des vies. Donc, nous avons fait venir le Centre national de transfusion sanguine et plus de 100 personnes ont donné leur sang. Et le 3 décembre, nous avons passé toute une journée avec les enfants de l'école des sourds-muets et aveugles à Yopougon, toute une journée. Et c'était magnifique. C'était une journée ponctuée de jeux. Et nous avons fait jouer le ballon, nous avons mangé. Vous voyez les images où les enfants dansent. Et donc, c'était aussi de faire une halte pour expliquer à ces enfants tout ce que l'État de Côte d'Ivoire fait
pour leur insertion, en termes d'école inclusive, en termes de recrutement dérogatoire. Et quel objectif, en gros, quel objectif vous visiez à travers l'organisation de cette quinzaine-là? L'objectif, c'était aussi de faire mieux connaître le mécanisme, le CNDH, faire accroître la connaissance des droits de l'homme. Vous avez vu que pendant la journée porte ouverte, nous avons reçu 450 élèves des lycées et collèges d'Abidjan qui sont venus faire connaissance avec le mécanisme. Et ces activités qui se sont tenues au siège ici à Abidjan ont été faites en même temps sur l'étendue du territoire dans nos commissions régionales. Comment je peux saisir le CNDH en cas de besoin? C'est simple, M. Diaby. Il suffira pour vous de vous rendre à notre siège aux 2 plateaux, rue des Jardins. Même si je suis à Boundiali, je viens au siège aux 2 plateaux. Si vous êtes à Boundiali, il suffira pour vous de vous rendre à notre siège qui est ouvert, où les officiers des droits de l'homme reçoivent en longueur de journée les populations avec leurs problèmes représenté partout dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous appelons les unités opérationnelles du CNDH. Vous avez la commission centrale et les unités opérationnelles et pour lesquelles nous avons recruté 112 officiers des droits de l'homme qui sont auprès des populations à les recevoir avec leurs problèmes en lien avec les droits de l'homme. Vous avez aussi un numéro gratuit? Le 800 00 888. Une adresse email également? L'adresse email, c'est central.cndhci.gmail.com. Et vous avez aussi info.ci.cndh@gmail.com. Comment savoir, même moi, que mes droits sont bafoués? Comment je peux le savoir? Pour que vous le sachiez, il faut que d'abord vous connaissiez vos droits. Il faut que vous sachiez vos droits. Et c'est le but. Et vous savez que c'est un gros problème ici, dans ce pays. On n'est pas nombreux, on est nombreux à ne pas savoir nos droits. C'est pour ça que le Conseil national des droits de l'homme a été mis en place. Il suffira de vous approcher de nous. Nous avons une école au sein de l'institution qu'on appelle l'Université des droits de l'homme. Il suffira de venir à nous. Nous avons lancé un appel à candidature. Déjà pour l'an 2019, nous avons formé 300 auditeurs qui n'avaient jamais pratiquer les droits de l'homme et aujourd'hui qui aspirent à être des formateurs en matière de droits de l'homme. D'accord. Si je sens que mes droits sont bafoués, je vous appelle, vous venez, vous réglez le problème. Et on règle le problème et si vraiment vos droits sont bafoués, nous vous resterons dans vos droits. Même si c'est contre l'État? Même si c'est contre l'État. Quel est le bilan de votre exercice en 2019? Parce que nous tenons la fin de 2019, c'est demain. Et il faut dire que le bilan est très positif. D'accord. Avec la réforme, nous avons commencé effectivement nos activités en avril. Et c'est seulement en octobre que les pôles régionaux ont été installés. Mais déjà, nous avons reçu 975 plaintes des populations. Plaintes et dénonciations des populations. Et vous en avez réglé combien? Et nous avons réglé plus de 800. Les autres cas sont pendant devant la justice. Nous ne pouvons pas interférer. Nous avons cette année renforcé notre partenariat avec la société civile au travers de ce que nous appelons le Forum des droits de l'homme, qui est un espace d'échange avec la société civile. Tous les mois, nous nous retrouvons, nous échangeons avec eux et c'est aussi un espace de plaidoyer. Nous avons fait 4 briefings du corps diplomatique parce qu'au siège du Conseil, chaque 3 mois, nous invitons tout le corps diplomatique accréditant en Côte d'Ivoire et nous les briefons sur la situation des droits de l'homme. Nous avons fait une campagne, une consultation nationale à travers toute la Côte d'Ivoire pour comprendre, si vous voulez, les causes profondes des conflits communautaires. Nous avons sorti un rapport qui a été transmis au gouvernement. Et nous sommes déjà à monitorer la phase préélectorale. Vous savez qu'en 2020, nous avons des élections à enjeu. Et donc, dès demain, lundi, nous faisons venir en Côte d'Ivoire 10 présidents d'OGE, 10 présidents d'organes de gestion des élections, 14 présidents de commissions électorales indépendantes des pays de l'espace CEDEAO, afin de renforcer notre partenariat parce qu'en 2020, la Côte d'Ivoire a des élections, mais il y a aussi 7 pays de la CEDEAO qui ont aussi des élections. Vous savez que ces pays font frontière. Et aussi rassurer les populations pour leur dire qu'en 2020, tout se passera bien. À quel niveau?
à tous les niveaux. Au niveau des droits de l'homme. Au niveau des droits de l'homme, au niveau des droits des électeurs, les droits de tous ceux qui sont candidats. Et nous rassurons nos populations pour dire que 2020 sera une très belle année, une année de paix, et rassurer tous ceux qui ont encore des craintes que 2020 n'accouchera pas 2010. Et ça, c'est votre leitmotiv, ça? Ça, c'est notre leitmotiv. Merci. Je vous remercie. Madame Sangaré, Namisata Sangaré, la présidente du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Je rappelle que vous êtes venue nous parler de la quinzaine des droits de l'homme qui vient tout juste de s'achever. Un moyen pour vous de promouvoir les droits de l'homme, la cohésion sociale, le genre et la justice. Merci encore d'être venu. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Il est à revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Merci de faire confiance à la chaîne ivoirienne.